Maintenant partir dans le Périgord, à Périgueux, donc la préfecture de la Dordogne, une ville de 30 000 habitants, dans une aire urbaine de 100 000 habitants. Dans cette commune d'une superficie de moins de 1000 hectares, qui est très contrainte en matière de disponibilité foncière, la question de la densification est absolument cruciale. Elle est au cœur de la politique locale depuis maintenant 2015 et des premiers résultats sont déjà perceptibles. À l'appui d'un projet urbain très volontariste qui a porté dans un premier temps sur l'optimisation du foncier pavillonnaire, une démarche qu'on appelle BIMBI, ou alors peut-être pour qu'on se comprenne mieux, ou construire dans son jardin, a été engagé avec un fort dispositif d'accompagnement des porteurs de projets et une sensibilisation des habitants. Une nouvelle phase du projet démarre cette année, dans le même esprit, avec un objectif de recyclage de logements vacants sur 10 ans, qui sont extrêmement nombreux dans un secteur sauvegardé, comme dans le quartier de la Gare, en lien étroit avec l'opération Cœur de Ville et bien sûr ses partenaires. Alors, pour nous présenter cette démarche novatrice, on accueille maintenant Richard Bourgeois, qui est adjoint à l'urbanisme de la ville de Périgueux, qui va nous parler des outils mis en place pour atteindre ces objectifs de densification. Et puis, on accueille également Stéphane Honoré, qu'on a aperçu tout à l'heure, chef de projet, qui présentera la méthode expérimentée et l'organisation de la prochaine étape. Donc, vous avez 20 minutes, parce qu'on est quand même à peu près dans les temps. Et n'oubliez pas de poser vos questions dans le chat si vous voulez, ou évidemment ensuite en levant la main. Allez-y, c'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous. Le Périgord vous dit bonjour, Périgueux vous dit bonjour, bien sûr. Avec grand plaisir, partager avec vous le concept et les convictions que la ville doit se reconstruire sur elle-même. Évidemment, pour répondre aux nécessités de la transition écologique qui passe par une densification douce et aussi par un réinvestissement des centres-villes, et en l'occurrence du centre-ville de Périgueux, puisqu'on a une vacance qui tourne autour de 12%, probablement aussi comme dans d'autres villes, je pense qu'à Angoulême ou à Poitiers, on doit être à peu près dans les mêmes zones, ce qui fait qu'il y a une action forte de notre équipe municipale par rapport à ça. Vous avez cité, M. Jarlier, effectivement, l'action qui avait été entreprise à partir de 2015 concernant l'action de construire dans son jardin. Et c'est vrai que c'est une action intéressante parce que ça permet de redévelopper au niveau de densification déjà douce et qui permet de faire accéder aussi à l'intérieur des îlots. Parce que bien souvent, en particulier à Périgueux, mais comme dans d'autres villes, il y a des ressources d'espaces naturels urbains qui peuvent effectivement correspondre à cette densification. C'est aussi du lien social qui peut s'instaurer parce que quand on arrive à remettre sur le marché du logement en location en arrière-plan de la maison ou du petit immeuble qui est au long de la rue, ça permet effectivement de provoquer, d'instaurer du lien social et qui reconstruit une animation de quartier. Donc, vous voyez sur, je pense, on va vous passer le slide qui correspond effectivement, alors il faut qu'on retrouve ce slide qui vous montre qu'on avait des parcelles au niveau de l'âge de notre bâti qui étaient effectivement des parcelles relativement anciennes sur 40% entre 1900 et 1950, d'autres qui étaient 30% effectivement plus récents, aussi des propriétaires âgés qui étaient quand même supérieurs à 40% au-delà de 70 ans. Ça veut dire qu'il y avait un vivier, il y avait une ressource qui permettait d'envisager à ce moment-là des capacités à construire ou des capacités à s'engager dans des opérations immobilières de proximité et qui pouvaient de cette façon pouvoir réinnerver, réinjecter de l'habitat d'une façon relativement douce, relativement raisonnée, en faisant en sorte que les quartiers puissent revivre ou puissent se redensifier. Ça répondait aussi à la nécessité de réinvestir un développement des quartiers périphériques du centre de la ville, en réponse aussi au fait que sur la deuxième et la troisième couronne de Périgueux, comme dans toutes les autres agglomérations, dans les années 2000
et 2010, il y avait une forte pression qui s'exerçait sur ces deuxième et troisième couronnes. Donc, il fallait aussi que la ville-centre puisse faire en sorte que ces quartiers aient un avenir, je dirais, proche de façon à pouvoir équilibrer. Évidemment, on était aussi dans l'objectif de rééquilibrer les déplacements urbains parce que tout ce qui est, je dirais, densification périphérique fait en sorte qu'on a des problématiques de transport qui sont accusées, d'autant plus sur Périgueux, où les éléments de contournement, les voies de contournement sont relativement faibles. C'est historique, on s'engage toujours dans des réflexions, mais on a une certaine difficulté en Périgord à faire en sorte de pouvoir instaurer les outils qui nous permettent de contourner. Donc, c'est vrai que cet objectif volontariste de développement urbain au niveau de ces éléments de BIMBY était aussi assez intéressant par rapport à ça. Mais on a aussi, bien sûr, sur Périgueux et depuis les années, je dirais, 2014 et même avant, on avait les opérations d'OPAC qui étaient relancées et qui visaient effectivement à faire en sorte que ces quartiers plus proches du centre et le quartier central, qui est un quartier historique, un quartier médiéval, puissent correspondre à de la relance immobilière. Relance immobilière, évidemment, vous connaissez tous les opérations. Ces opérations, ce type d'opération, mais aussi il y avait lancé autour de la gare un grand projet d'une grande ZAC qui permettait, dans le cadre aussi de ces dents creuses, à pouvoir réactiver une logique de développement urbain tournée autour d'un recentrage avec l'aménagement du quartier gare, mais aussi faire en sorte que la gare puisse être réactivée sur ces deux versants, le versant nord-est et le versant sud-ouest. Il y avait aussi une analyse des friches dans les fonciers habitables, ce qui nous permettait justement au niveau du recadrage du PLUI de correspondre à une volonté de redensifier. Donc, c'est instauré cette opération de BIMBY qui permettait, comme vous le voyez sur la slide qu'on vous propose, la diapositive qu'on vous propose, qui permettait, dans le fond des parcelles, d'avoir des projets concertés avec les propriétaires de manière à pouvoir réinvestir ces quartiers. Donc, il y avait des quartiers îlots ouverts, soit îlots entrouverts, soit des îlots clos, et à chaque fois, ça permettait, dans la concertation absolue, je dirais dans le lien avec les propriétaires, de leur proposer, avec des architectes et des urbanistes, la possibilité d'étudier des faisabilités et d'étudier le montage qui pouvait aboutir à un projet et qui permettait à des architectes privés ou à des techniciens de proposer des projets et de permettre aux propriétaires de s'engager véritablement. On voit un exemple ici avec un garage attenant. Ce garage attenant pouvait donc permettre, en le transformant, avoir un accès sur la parcelle. Vous voyez sur la diapositive suivante, effectivement, à partir du moment où vous aviez la possibilité de passer, vous pouviez imaginer, dans le cadre du PLUI, bien sûr, la possibilité de construire une maison en R+1 avec 70 mètres carrés, par exemple, y compris un garage. Donc, ça transforme l'urbanité de cet élément fonctionnel du quartier et ça permet une densification douce. Ça permettait aussi d'impulser donc à 3 niveaux différents, c'est-à-dire qu'il y avait les habitants dans le cadre des ateliers qui étaient proposés et qui permettaient justement d'avoir des entretiens dans ce cadre-là. Ces 100 entretiens permettaient d'avoir des projets, il y en a eu 150 en l'occurrence, et ça permettait aussi, donc, dans ces 4800 unités foncières, d'avoir à peu près un diagnostic qui permettait de penser que 60% étaient facilement divisibles, aisément divisibles. C'était une potentialité d'une possibilité d'intervention dans le cadre de BIMBY. Donc, sur les 2 ans qui permettaient justement le déploiement du dispositif, on avait la possibilité d'avoir 60 logements sur 2 ans, plus dans le cadre de la charte, bien sûr, et ça permettait au total, de 2016 à 2018, d'avoir une quarantaine de logements qui ont été réalisés dans ce cadre-là, aussi bien pour des petits projets aussi en dents creuses qui ont été
développés pour les familles, pour les personnes âgées, pour les maisons locatives ou pour la filière au niveau du local. Alors, Stéphane Honoré va vous décrire plus précisément donc, les modalités des suivis animation et on parlera après du nouveau dispositif que nous avons choisi de lancer qui s'adresse beaucoup plus encore à la vacance du centre-ville ou des quartiers périphériques au centre-ville, dans la mesure où on a un taux d'occupation, un taux de vacances, pardon, assez élevé de 12%, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc, Stéphane Honoré, chef de projet Action Cœur de Ville. Pour travailler sur ce dispositif de densification douce, la ville s'est fait accompagner du Lab Viso, qui est le laboratoire de recherche et développement lié à Ville Vivante. L'idée, c'était de pouvoir offrir un accompagnement assez global aux porteurs de projets. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, au niveau du potentiel, on avait ce qu'il fallait sur la commune, mais l'idée était d'au-delà des potentialités dessinées, de passer vraiment sur des réalisations et à un rythme qu'on s'était fixé plutôt ambitieux, comme vous l'a dit M. Bourgeois, d'environ 40 logements par an. Du coup, l'équipe du prestataire était composée d'architectes, je dirais, médiateurs, donc qui permettaient de faire visualiser aux gens le potentiel qu'ils pouvaient avoir sur leur parcelle, sur leur foncier, mais pas seulement, aussi sur leur bâti parfois existant. Donc, ça pouvait être du bâti à vocation habitable, mais aussi du bâti à vocation activité qui pouvait du coup changer d'usage et se transformer en habitat. Et ils ont comme ça permis d'imaginer sur l'ensemble de notre projet, donc sur environ presque 5 années, on a 600 projets à peu près qui ont été dessinés, en tout cas imaginés, donc tous qui n'ont pas le même jour, mais on est quand même aujourd'hui à une réalisation de 250 projets. Alors, réalisation, pour nous, ce n'est pas forcément des maisons construites, on en a à peu près 80 qui sont construites à ce jour, on en a presque autant qui sont en chantier. 250, c'est une autorisation d'urbanisme qui a été déposée chez nous, donc permis de construire, déclaration préalable, division parcellaire ou pas d'ailleurs. Donc, ce qui nous permet de quantifier réellement l'activité de cette mission de suivi accompagnement et les résultats qu'ils pouvaient produire. Donc, on a eu cet accompagnement jusqu'en fin 2021. Donc, qui est un accompagnement très global, donc à la fois sur des missions d'architecture, d'urbanisme, sur l'aspect également réglementaire au niveau de, évidemment, notre règlement d'urbanisme et la compatibilité des projets. Il y avait également une mission de médiation parfois avec le voisinage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé sur les cas précédents d'acceptabilité ou en tout cas d'acculturation sur les questions de densification. Donc il y avait ce travail qui pouvait parfois être fait avec les voisins à l'occasion de bornage de géomètres, par exemple, qui était l'occasion de discuter des projets voilà, avant de voir apparaître les premières phases de chantier. Et puis, des fois aussi, des questions de médiation familiale, parce que voilà, on pouvait avoir des personnes âgées qui étaient intéressées pour se construire un plein pied, mais qui derrière n'avaient pas forcément l'accès au crédit bancaire, par exemple. Donc, on pouvait travailler au sein d'un noyau familial pour voir comment on pouvait trouver une solution en termes de financement. Donc, on avait tout un tas de cas de figure rencontrés. Mais voilà, avec un suivi animation relativement poussé de la part du prestataire qui nous permettait en fin de programme d'atteindre un objectif d'à peu près 50 logements produits par an. Donc c'était relativement satisfaisant, surtout sur un territoire assez contraint, comme on l'a dit, comme Périgueux. Du coup, fin d'année dernière, on a décidé, la ville de Périgueux et les élus ont décidé de continuer cette prestation, mais de l'internaliser. Donc, c'est-à-dire de vraiment mettre nos services en ordre de bataille, je dirais, pour pouvoir poursuivre cet accompagnement. Alors, pas sur tous les aspects qui pouvaient être faits par le prestataire, par exemple sur les questions de médiation familiale ou de médiation bancaire. Clairement, nous, en tant que collectivité, on ne souhaite pas se positionner sur ce type de dossier. Mais par contre, on souhaite s'adjoindre les services, notamment du CAUE, qui, sur le volet architectural, conseil et accompagnement au niveau de l'usage des matériaux, notamment biosourcés, des conseillers en économie d'énergie également, pouvaient apporter un apport au service de la collectivité qui, eux, travailleraient plus sur la faisabilité, notamment réglementaire, et vraiment comment travailler
Donc l'acceptabilité évidemment au niveau du règlement, mais aussi l'acceptabilité au niveau du voisinage des projets de densification douce. Et il y a aussi tout un travail de communication pour aller, je dirais, faire connaître le dispositif, le faire accepter évidemment. Donc, le BIMBI sur Périgueux, depuis maintenant quelques années de communication, c'est devenu quelque chose de, je dirais pas d'entrer dans le langage courant, mais qui est quand même relativement bien repéré et connu des habitants de manière générale. Donc, il faut poursuivre sur cette dynamique pour pouvoir continuer à avoir voilà, des projets qui puissent aboutir de densification douce. Donc, voilà. Donc, là, on est en train de travailler cette internalisation. Ça se met en place petit à petit. On va être opérationnel dans les semaines qui viennent, notamment avec une collaboration avec le CFBio. Du coup, voilà, sur la densification douce via le dispositif BIMBI, on a fait le tour de notre présentation. Je ne sais pas si vous voulez passer aux questions ou si vous souhaitez qu'on enchaîne directement sur le projet de concession d'aménagement. Vous enchaînez peut-être, puis on passera aux questions ensuite. D'accord. Sachant que, voilà, vous avez encore 5 minutes. Voilà, donc vous avez évoqué tout à l'heure le phénomène de vacances qui est un phénomène important et en particulier sur certains quartiers et en particulier bien sûr sur le centre-ville où on a effectivement des problèmes parfois d'insalubrité ou d'indignité et on a surtout aussi un certain nombre d'immeubles inhabités, inoccupés depuis très longtemps et donc pour lutter contre ce phénomène, pour remettre sur le marché des logements qui permettraient d'accueillir des familles, la ville de Périgueux a décidé de faire appel à un concessionnaire qui aura pour mission de remettre sur le marché ces immeubles inoccupés en négociant avec les particuliers ou éventuellement avec les particuliers propriétaires ou les SCI. Parce que cette restructuration et cette réhabilitation est absolument nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse retrouver, puisqu'on faire baisser le taux de vacances. Évidemment, il faut que ce soit en particulier dans le centre-ville, en respectant la qualité du patrimoine bâti, qui est importante, mais aussi un autre secteur, 2 autres secteurs sont désignés dans notre action au niveau de la concession d'aménagement. La gare, je vous évoquais effectivement cette logique, puisqu'il y a une restructuration de la gare comme dans d'autres villes, et il y a aussi tout près de cette gare, annexé à cette gare, à la place des terrains du Sternam, un quartier d'affaires qui est en train de se monter au niveau de l'agglomération. Mais ça indique, ça montre que tout ce quartier de la gare, qui travaille maintenant en biface, nécessite aussi, demande aussi, puisqu'on avait lancé depuis longtemps cette idée d'aménagement du grand quartier de la gare, aussi cet îlot du bassin qui fait le lien en fait à notre rivière l'Île et au canal qui le longeait. C'est pour ça qu'il y a un bassin, un ancien bassin, un grand bassin d'ailleurs, sur lequel il y avait les éléments de gabbard et autres au XIXe siècle. Donc, cette action de concession d'aménagement, c'est une action complètement stratégique qui vise à permettre aux concessionnaires d'aménagement, qui sera désigné, on est en cours justement de consultation et on devrait aboutir à la désignation à la fin de l'année, ça nous permettra, en toute concertation et en toute, je dirais, ingénierie ouverte par rapport justement aux propriétaires, de pouvoir faire en sorte, en les accompagnant ou plus directement en reprenant éventuellement leurs biens de façon à conduire à un réaménagement, une revitalisation de ces quartiers-là. Effectivement, il faut convaincre les propriétaires, il ne faut pas directement vouloir les forcer, être coercitif, mais il faut que dans l'intelligence du projet, dans l'intelligence des projets de réaménagement de ces éléments de quartier, il faut qu'on ait une approche à la fois politique, mais bien sûr économique, parce qu'il y a aussi un lien avec la réactivation commerciale. On peut envisager, dans le cadre des 12 immeubles qu'on souhaitera désigner dans un premier temps avec le diagnostic du concessionnaire, on souhaite qu'on puisse annexer et avec la concession aussi liée à l'EPF et à la Banque des Territoires par rapport à l'action commerciale, on aura aussi dans les rez-de-chaussée, bien sûr, la possibilité de réactiver
les éléments qui sont en déshérence actuellement commerciale. Et comme dans d'autres villes, on a cette problématique de dévitalisation commerciale qu'on veut absolument contrer par la possibilité de s'engager aussi dans l'accompagnement d'une réactivation commerciale à travers aussi une concession d'aménagement commercial. Voilà. Monsieur Honoré va compléter donc mon propos, mais pour nous, c'est un outil essentiel qui nous permettra justement de redonner vie à certaines parties des rues du centre ou du quartier périphérique qui nécessitent absolument qu'on puisse réouvrir ces immeubles. Voilà. Donc, juste pour redresser rapidement un peu le portrait opérationnel, je dirais, de la future concession d'aménagement, le but, c'est qu'on ait un opérateur qui soit en mesure de guider des investisseurs qui souhaiteraient déjà par eux-mêmes investir dans des biens vacants. Bien sûr, accompagner la collectivité sur les questions de veille et d'acquisition foncière, donc celles qui peuvent s'avérer le plus judicieux par rapport à la stratégie définie par les élus sur le centre-ville et sur le secteur de la gare. Animer donc le volet un peu plus coercitif du dispositif, donc gérer des procédures de déclaration d'utilité publique, d'opérations de restauration immobilière qui nous permettent du coup de mettre la pression sur des propriétaires de biens insalubres, voire en péril. Bien sûr, de porter en propre, donc cet opérateur qui pourrait porter en propre des opérations de recyclage foncier, donc faire des acquisitions, voire trouver des opérateurs ou se lancer en propre sur des travaux de remise sur le marché. Et puis, tout ça, bien sûr, ça se fait en étroite collaboration avec la stratégie globale du projet Action Cœur de Ville, d'où une gouvernance assez rapprochée, notamment avec l'OPARI qui existe déjà depuis quelques années, mais où on voit sur des biens vacants déjà identifiés depuis plusieurs années et n'arrive pas, par son volet incitatif, à remettre ces biens sur le marché. D'où l'objet de cette concession. Et puis, bien sûr, un lien étroit avec le pilotage Action Cœur de Ville et, comme vous disiez, M. Bourgeois, notamment avec le volet commercial, donc avec une problématique de rez-de-chaussée vacant sur laquelle on souhaite travailler de manière très dynamique. Donc, parallèlement, on a une foncière commerciale qui se met en place. On souhaite que cette concession d'aménagement puisse venir appuyer ce travail sur les rez-de-chaussée commerciaux vacants à reconquérir. Donc, évidemment, des liens étroits entre le projet global Action Cœur de Ville, le projet incitatif OPARU Amélia 2, et puis cette concession d'aménagement qui cible vraiment les biens vacants de longue durée pour lesquels on n'a pas réussi pour le moment à trouver de solutions. Voilà, on a terminé pour notre présentation. S'il y a des questions, des interrogations. Merci en tout cas pour cet exposé. On voit que là, on est vraiment dans un dispositif à la fois innovant et extrêmement opérationnel, hein, tant sur la densification en secteur de lotissement que dans le centre ancien. Il y avait une question tout à l'heure de Nathalie Riquet qui demande un petit peu de quelle façon les architectes interviennent dans ce dispositif et quel est le périmètre de leur mission et aussi quel est leur mode de désignation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des réponses sur ce sujet-là. Alors, ça dépend de quel architecte on parle. On a les architectes médiateurs qui faisaient partie au sein de la mission de BIMBI, qui faisaient partie de nos prestataires. Donc, c'était vraiment des architectes liés au Lab InVivo. Et puis après, effectivement, il y avait un lien qui était fait. On avait une charte de l'accompagnement qui nous a permis de mettre le lien avec tous les professionnels de l'acte de bâtir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les porteurs de projet, il faut les orienter vers ces professionnels. Donc, ça peut être des géomètres quand il y avait des divisions parcellaires, mais effectivement, parfois, des maîtres d'œuvre, voire des architectes, quand il s'agissait d'avoir des solutions architecturales un peu novatrices en termes soit d'extension de bâtiments existants, voire de densification. Et donc là, on s'approchait des représentants de ces différentes professions et on orientait les porteurs de projets vers ces organismes-là pour qu'ils puissent choisir leurs professionnels par eux-mêmes. Oui, ça voulait dire que
l'équipe de BIMVI n'avait pas de mission de maîtrise d'œuvre, évidemment. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas les personnes qui peuvent lever la main. Donc, Hélène, si vous pouvez peut-être me le dire, parce que je n'ai pas de vision sur les gens qui lèvent la main éventuellement. Alors, pour le moment, les gens sont très sages dans ce cercle de rentrée. Ils ont déjà appris beaucoup de choses. En tout cas, il n'y a pas de main qui se lève. Oui, moi, j'ai peut-être deux commentaires par rapport à ce qui vient de nous être présenté. D'abord, ces deux stratégies très différentes et très complémentaires. Donc, c'est vraiment intéressant. On est vraiment dans le passage à l'opérationnel de la reconquête du tissu urbain existant, d'abord dans cette tissu de lotissement, puis dans l'idée de redonner des usages à des bâtiments vacants. Et je trouve que ça donne bien l'illustration des différents modes de faire, et notamment que la densification en termes d'usage n'est pas forcément liée au fait de construire. Enfin, quand il s'agit de réinvestir des logements vacants, en fait, on n'a pas besoin de couler du béton, pour le dire simplement, pour densifier l'occupation du territoire. Et donc, c'est aussi une manière un peu de décorréler, enfin en tout cas de sortir de l'idée que densité, c'est forcément des bâtiments nouveaux qui peuvent avoir une image différente de celle qu'avait le quartier, etc. C'est aussi donner un usage à des bâtiments qui n'en avaient pas, comme disait aussi Sylvain tout à l'heure. Et je trouve que votre expérience l'illustre bien. Et puis peut-être en complément, vous parliez de la vacance commerciale. On avait eu l'occasion déjà d'évoquer des projets où justement le fait d'avoir des opérateurs dédiés à la remise sur le marché de bâtiments vacants a montré que la rentabilité commerciale ou le maintien de la cellule commerciale n'était pas indispensable, et que parfois on pouvait trouver d'autres usages qui, eux, trouvaient des preneurs et qui faisaient renoncer à la cellule commerciale, mais qui, par exemple, permettaient d'accéder plus facilement au logement dans les étages, à trouver des espaces collectifs ou communs au rez-de-chaussée qui n'étaient pas liés directement à une fonction commerciale, mais qui, pour les propriétaires des bâtiments, leur offraient quand même un loyer, une rente locative d'une autre nature. Donc, effectivement, ça demande une ingénierie assez fine pour déterminer ce qui est utile pour un immeuble donné, d'autant plus quand le propriétaire a comme représentation, et là on est beaucoup dans la représentation, l'idée, ce qui est plus important pour lui, c'est de maintenir son commerce en activité. Ce n'est pas toujours finalement la meilleure rentabilité pour lui, mais il faut se projeter dans un autre modèle de construction ou d'usage. Et donc, je trouve que de ce point de vue, votre témoignage est particulièrement intéressant. Et puis, peut-être pour revenir simplement sur la densification pavillonnaire, il y a aussi un moment où peut-être on arrive un peu aux limites de l'exercice. D'abord, c'est un travail très précis et prenant, puisqu'il faut aller voir quasiment chacun des propriétaires d'un lotissement, etc. Et puis, il peut arriver un moment où c'est la fin d'une étape ou d'un cycle, et que c'est d'autres solutions de sobriété foncière qui s'avèrent plus pertinentes, voilà, dans la vie du territoire. Et ça ne veut pas dire que vous n'y reviendrez pas dans un second temps. En tout cas, expérience vraiment très intéressante. Et puis, il n'y en a pas tant que ça qui ont été aussi aboutis, notamment dans la transformation des tissus pavillonnaires. Donc, je pense que ça donne l'image d'une capacité à faire qui ça n'a pas généré de conflits violents, voilà, qui n'est pas du tout insurmontable pour les villes qui nous écoutent. Est-ce que je peux, Monsieur Janier, est-ce que je peux rajouter un petit mot? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr, j'allais en même temps vous simplement par rapport à ce que Madame vient d'exprimer, dans la réalité de ce qu'on attend de la concession d'aménagement et de la réactivation des immeubles inoccupés, ça nécessite un lien constant entre le concessionnaire et l'équipe à la fois technique et l'équipe politique. Parce que ça permet justement la concertation au niveau du quartier. Ici, à Périgueux, on a instauré des conseils d'arrondissement. Ces conseils d'arrondissement, ils sont là pour que n'importe quel habitant qui a été tiré au sort ou qui est rentré dans le conseil d'arrondissement parce qu'il a trait avec l'activité de son quartier, eh bien, ça va permettre, je dirais, de faire le lien entre des projets privés, au total des projets privés, et des réactivations commerciales, donc en concertation permanente. Donc, ça exige en tout cas un lien constant entre le concessionnaire et l'équipe municipale et les habitants. Oui, naturellement, et ça, c'était un peu la question corollaire, c'était de savoir comment vous gardez la main sur finalement ce qui est proposé par l'opérateur à l'échelle urbaine aussi.
Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser exactement, savoir comment se faisait le lien justement avec les services. Ouais, c'est vraiment une démarche très, très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ou qui voudraient poser une question sur le chat? Sinon, on va passer à la suite. Ça peut être aussi des témoignages d'expériences que vous avez pu vivre sur vos propres territoires, parce qu'il y a quand même une vingtaine au moins de villes qui sont représentées, mais bon, apparemment, vous les avez beaucoup intimidés à Périgueux et à Poitiers. J'espère qu'ils sauront en tirer peut-être des éclairages pour leur action. Il y a vraiment une démarche intéressante aussi de structuration même des services pour pouvoir accompagner les porteurs de projets et en lien avec le CE, en lien avec le concessionnaire. Enfin, il y a vraiment un outil opérationnel qui est en place, qui est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on va pouvoir terminer nos travaux en demandant à Pascal Laurie, qui est conseiller en information géographique auprès du directeur de la DGALN, de nous parler du dispositif de mesure de l'artificialisation qui est mis en place, mis à disposition du public par Open Data maintenant. Donc, en fait, c'est un outil qui a été créé par la DGALN en juillet 2018 dans le cadre du plan de biodiversité. Et il a été créé en partenariat avec le CEREMA, avec l'IGN et avec l'INRAE. Et il a un double objectif. D'abord, la mesure de l'artificialisation des sols et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le territoire, et la connaissance, bien sûr, de leur évolution, qui sera extrêmement utile pour la suite. Ce sont des données géographiques qui sont en fait vraiment, qui alimentent en fait l'outil Urban Simul qui a été créé par le CEREMA. Donc, je vais vous laisser le soin de nous présenter ce dispositif très intéressant sur 10 minutes, si vous pouvez, maximum. Merci, c'est à vous, Monsieur Laurie. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci. Effectivement, est-ce que vous voyez mon écran? On voit l'écran, mais voilà, il est en plein écran maintenant. Merci. Donc, merci. Effectivement, je m'appelle Pascal Laurie, je suis conseiller auprès de la DGALN et je dirige donc l'Observatoire de l'artificialisation des sols. Donc ce dispositif, il a été lancé dès 2018 en fait par le plan biodiversité. Il y avait quelques actions sur l'artificialisation des sols dans le plan biodiversité, une douzaine de mémoire. Et il y en avait un qui concernait justement le lancement de cet observatoire. Donc, depuis 2018, avec nos opérateurs, donc CEREMA, IGN et INRAE, on met en place ce dispositif progressivement. Le lancement a eu lieu, a été présenté. Alors, à l'époque, le ministre, c'était Emmanuel Wargon, qui avait lancé le portail. On lui a présenté en juillet 2019. Et on a deux types de données qui nous permettent de suivre ces phénomènes que sont la consommation d'espace et l'artificialisation des sols. Donc, ce sont les données de consommation issues des fichiers fonciers, donc qui sont retraités par le CEREMA, d'une part, et puis d'autre part, c'est l'occupation du sol à grande échelle, donc OCSGE, qui permet de suivre l'artificialisation des sols et qui est produite par l'IGN. Je vous donne l'URL de l'observatoire, donc c'est artificialisation.développement-du6durable.gouv.fr. Je vais d'abord vous parler des fichiers fonciers, donc les premières données qui sont disponibles et qui nous permettent de suivre la consommation des espaces. Donc, on produit avec le CEREMA donc, un état annuel de cette consommation. Donc, on a maintenant une bonne profondeur historique, plus de 10 ans, 12 ans en fait de profondeur historique. Alors, ce qui nous permet déjà au niveau national d'avoir une vue globale de cette consommation d'espace. Donc là, vous voyez sur le petit histogramme on a une belle baisse entre 2012 et 2015. On est grosso modo passé d'un plateau pour de 30 000 hectares à un nouveau plateau depuis maintenant 5-6 ans qui est autour de 21 000 hectares.
Alors 21 000 hectares comme ça par an, c'est un peu abstrait. Donc si on se réfère à une norme un petit peu plus populaire, disons, le terrain de foot, hein, aux normes FIFA, ça fait 30 000 terrains de foot par an. Donc c'est pas, même si on a baissé, c'est que ça reste quand même pas tout à fait anodin, ou 80 terrains de foot par jour, c'est encore plus concret. Alors si vous allez sur l'observatoire, euh, là je vous ai donné des données, enfin je vous ai montré des données statistiques à l'échelle nationale. Vous pouvez aussi les produire à l'échelle de la région, du département, de l'EPCI ou de la commune. Et vous avez ce type de tableau de bord, hein, avec la consommation totale là, à gauche et toute la profondeur historique donc sur 12 ans. Puis vous avez la consommation par destination. Est-ce que c'est vers de l'habitat? C'est l'histogramme qui est au centre. Est-ce que c'est vers de l'habitat? Est-ce que c'est vers de l'activité? Et puis à droite, un certain nombre d'indicateurs, et notamment l'indicateur tout à fait en haut à droite qui est en lien avec climat et résilience, donc avec la consommation sur les 10 dernières années précédant la promulgation de la loi, donc entre 2011 et 2021. Alors, je vais vous parler maintenant les données de consommation d'espace issues des fichiers fonciers, c'est des données disponibles avec une bonne profondeur historique. Puis, il y a des données qu'on met en place progressivement actuellement, qui sont les données d'occupation du sol à grande échelle, au CSGE, et je vais vous les présenter maintenant. Donc là, vous avez une vue sur l'aéroport d'Auch. Donc, pourquoi le Gers, hein, c'est parce que c'est le premier département qu'on a nouvellement produit avec l'IGN en OCSGE. Donc, cet OCSGE, c'est une base de données en 2 dimensions, couverture d'une part et usage d'autre part. Donc, couverture, c'est qu'est-ce qu'on voit à la surface du sol. Usage, c'est mais à quoi sert ce sol? On a vraiment 2 dimensions de ce territoire, avec une approche hiérarchique et emboîtée. Donc, ça, c'est les nomenclatures d'occupation du sol hein, qui sont dites comme ça, hiérarchiques et emboîtées, mais je vais le concrétiser dans une prochaine diapo. C'est produit par département, mais tout le territoire national va être couvert avec une continuité entre chaque département, évidemment, et c'est lié à une prise de vue aérienne, donc à un millésime, à une année précise. Donc là, vous avez la visualisation de l'occupation du sol sous sa dimension couverture. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On peut distinguer les zones bâties, donc les bâtiments, on peut distinguer les zones revêtues, notamment de bitume ici, hein, c'est une piste d'un aéroport, les surfaces d'eau, les zones de feuillus, les formations herbacées. Donc ça, c'est la dimension couverture, qu'est-ce qu'on trouve à la surface du sol. Et il y a la dimension usage, donc à quoi sert ce sol. Donc là, vous avez un usage agricole, donc agriculture, la sylviculture pour cette parcelle. Ici, production tertiaire. Ici, transport, donc aérien en particulier. Et puis ici, usage résidentiel. Donc il y a une vingtaine de classes, il y a 20 classes d'usage et 14 classes de couverture. Alors, ce qui nous a intéressé à la DGLN dans le projet présenté par les 3 opérateurs, c'est que cette production se fait à base d'intelligence artificielle. Auparavant, ça se faisait par photo-interprétation, donc des photo-interprètes derrière des écrans qui analysaient des images. Et maintenant, ce sont des algorithmes qui traitent ces mêmes images, ce qui nous permet, grâce à cette intelligence artificielle, de réduire les coûts et les délais. Parce qu'en général, c'était long et ça coûtait très cher de produire ces bases. Et donc là, on a adhéré à ce projet du fait que ça devenait possible financièrement dans des délais raisonnables. Donc concrètement, sur une commune du Gers, l'IGN donc part de prise de vue, mais aussi aérienne, mais aussi de données en infrarouge, de modèles numériques de terrain, de surface. Donc, applique ces traitements. Donc là, vous voyez, hein, ce sont des données brutes d'intelligence artificielle, donc qui classifient déjà donc, la couverture du territoire. À ce stade-là, on a des niveaux de taux d'exactitude qui sont du pixel. Hein, au pixel, le pixel terrain fait 20 cm sur 20 cm. Donc, on a un taux d'exactitude de 83%. Et puis ensuite, on a la photo-interprétation, donc des humains qui, quand même, au final, corrige toujours un petit peu ce qui est fait automatiquement. Donc là, on a le résultat avec la prise de vue, l'IA, et puis la dimension couverture de l'occupation du sol à grande échelle qui apparaît. Là, vous n'avez que
la prise de vue aérienne et la base de données, et puis là, que la base de données dans sa dimension couverture. Alors, je ne vais pas vous infliger cette diapo très longtemps, elle est absolument illisible, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a un lien très fort entre la loi climat et résilience, le décret d'application dit nomenclature du 29 avril, hein, qui dit quels sont les sols artificialisés, quels sont les sols non artificialisés, et qui établit 8 catégories, les 5 premières étant artificialisées, les 3 dernières étant non artificialisées. Donc là, vous voyez en bas de la diapo les 8 catégories de différentes couleurs. Et quand on croise les 2 dimensions que je vous ai présentées, donc de couverture du sol là, qui sont en colonne et d'usage du sol qui sont en ligne, on sait exactement sur le polygone de territoire concerné à quelle classe appartient ce polygone. Est-ce qu'il est dans une classe 1, 2, 3, 8 ? On le sait parfaitement. Donc, il n'y a pas, comment dire, il y a ce lien très fort entre l'outil de mesure et la réglementation. Alors, en matrice un petit peu plus simplifiée, mais c'est grosso modo la même, sauf que les classes 1 à 5 ont été agrégées, c'est les classes de sol artificialisés. Et en vert, donc, les classes non artificialisées, c'était 6 à 8. Alors, vous voyez que bon, un bâtiment, par exemple, qui apparaît dans la première colonne, quel que soit son usage, il sera considéré comme artificialisant les sols, ou du revêtu, par exemple, du bitume, il artificialise les sols, quel que soit son usage. A contrario, tel que c'est prévu dans le décret du 29 avril, les surfaces herbacées, elles sont considérées comme artificialisant les sols dès lors que ce sont dans des terrains à usage résidentiel, production secondaire, transport, etc. Donc là, il faut avoir effectivement les 2 dimensions pour pouvoir discriminer cela. Alors concrètement, je vous montre quelques résultats donc, sur Arcachon, enfin, le SCOT d'Arcachon qui a été un peu notre terrain de jeu. Pour faire quelques simulations. Donc, vous voyez des prises de vue en 2015 et 2018, ce que donne l'occupation du sol à grande échelle en 2015 et 2018, ce que donne quand on applique les algorithmes, enfin la matrice que je vous ai montrée, artificialisée, non artificialisée, donc en vert non artificialisé, en rose artificialisé en 2015 et 2018. Le différentiel, donc on voit les surfaces qui l'ont été, donc artificialisées. Sur le SCOT d'Arcachon, là vous avez un visuel, le total du stock d'artificialisation, entre guillemets, donc c'est un peu plus de 13 000 hectares. Et l'objectif, c'est du zéro artificialisation nette, c'est d'équilibrer les flux d'artificialisation et désartificialisation à horizon 2050. Quelques types de zones. Là, vous avez ce que donne l'artificialisation, enfin, ces critères d'artificialisation sur quelques types de zones. Là, sur des terrains, des zones récréatives, des terrains de sport. Donc, on voit que les pelouses de stade de foot, effectivement, sont considérées comme artificialisées. Ici, sur un aéroport. Et là aussi, les bandes enherbées autour des pistes sont considérées comme artificialisées. Là, sur un terrain de golf, on voit que ce qui est non artificialisé, c'est tout ce qui reste enfin, ce qui reste arboré. Je vous montre maintenant, pour terminer, un petit croisement avec la planification. Donc, sur le département du Gers, on va zoomer sur Auch, et notamment une zone AU, donc une zone à urbaniser dans la planification. Vous retrouvez cette zone AU avec la prise aérienne. Et on voit que sur cette prise de vue aérienne, quand on applique donc les algorithmes qui déterminent artificialisé, non artificialisé, donc sur ce territoire à l'aide de l'OCSGE, donc on voit qu'il n'y a qu'une partie de la zone AU qui a été à date de la prise de vue aérienne qui a été artificialisée. On voit qu'il y a un lotissement qui est en train de se construire en fait. On voit les rues qui s'implantent. Donc, ce qu'on a pu constater sur le département du Gers, c'est que dans ces fameuses zones AU, les zones AU de type S, on n'avait que 7% qui étaient artificialisées. Enfin, donc, ça fait un très gros réservoir encore de non artificialisés. Les zones de type AU-C, il n'y avait que 15% d'artificialisés. Donc, c'est ces croisements avec le GPU, le géoportail de l'urbanisme, qui permettent d'obtenir ces statistiques.
Alors, je termine par le calendrier. Donc, le GERS a été produit. Il y a 10 départements qui sont en cours de production en ce moment. Donc, vous les voyez en vert. Donc, je ne vais pas les énoncer, hein. Vous retrouvez la liste là à droite. Et puis là, vous retrouvez la programmation avec ce qui a déjà été produit. Je vous ai indiqué qu'il y avait déjà des productions de l'OCS par photo-interprétation. Donc, on voit que ça a déjà été le cas sur l'Occitanie, les Pays de Loire et la Normandie, Bourgogne-Franche-Comté également. Donc, voilà, on a déjà 40% du territoire de couvert, mais il faut basculer en mode de production par IA maintenant. Et la France sera couverte fin 2024. Je pense que j'avais oublié de le préciser. J'ai une dernière diapo. C'est si vous souhaitez donc établir des bilans de consommation et d'artificialisation sur vos territoires, il y a une adresse intéressante, c'est spart.beta.gouv.fr qui permet de le faire. Donc à partir des données de l'observatoire. Donc c'est une start-up d'État, hein, qui est hébergée par la fabrique numérique du MTE. Et donc qui permet d'établir des bilans d'artificialisation, des portraits d'artificialisation des territoires. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre aux questions. Merci pour cet exposé. En fait, j'ai dit tout à l'heure que c'était un dispositif qui était ouvert au public en open data. On voit bien qu'il y a un enjeu absolument considérable d'appropriation par les collectivités de cet outil et de généralisation, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, parce que ça sera un outil incontournable dans l'approche de l'urbanisme plus circulaire et avec de l'économie foncière, enfin, la sobriété foncière, parce que là, donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? On a peut-être le temps d'une question, on est en retard, on devrait conclure, mais on peut peut-être prendre le temps d'une question si Hélène souhaite ajouter quelque chose. Je ne vois pas de main levée, en tout cas. Je voulais remercier moi aussi Pascal Laurie. On peut peut-être conclure nos débats, sauf s'il y a quelques regrets. Vous avez eu sur la discussion le lien vers le site de l'Observatoire de l'artificialisation pour ceux qui souhaitent y faire un tour. Moi, ce qui me frappe aussi dans les premiers résultats, en tout cas, c'est que en fait, le potentiel de terres urbanisables est encore élevé. C'est-à-dire même si dans les 10 ans qui viennent, il faut le diminuer, on a encore de quoi faire dans ce qui a déjà été ouvert à l'urbanisation. Et donc, cette menace, entre guillemets, du zéro artificialisation nette n'est pas une menace brute ou brutale du jour au lendemain. Donc, mais ce qui est très important dans nos travaux, c'est de mesurer aussi qu'il existe des manières de faire différemment, y compris si on est contraint de verser dans l'extension urbaine, de faire mieux avec moins, c'est-à-dire d'être un peu plus conscient de l'importance de ne pas gaspiller du sol, comme on ne doit pas gaspiller en ce moment du gaz ou de l'énergie. En tout cas, ça va être un outil précieux. Je rejoins ce qui vient d'être dit par Pierre. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Je vous propose d'essayer de tenir en tout cas nos délais. Je crois que Roland a dû nous quitter pour une intervention dans une conférence cet après-midi, donc il ne pourra pas faire vraiment de conclusion. En tout cas, il me reste à vous remercier tous parce qu'on a là encore à nouveau vu à la fois l'engagement d'un certain nombre d'élus vers ces nouvelles manières d'aménager, ce nouveau paradigme de l'aménagement. On a constaté que rien ne peut se faire sur l'adaptation au territoire, aux populations locales, aux enjeux de dynamique territoriale en matière d'aménagement, et que ce soit de l'aménagement à la mode du XXe siècle ou du XXIe siècle, de toute façon, cette question se pose également, et elle se pose d'autant plus crûment. On l'a vu que les modes de faire risquent d'évoluer, que la trajectoire est en train de bifurquer entre, notamment dans les villes moyennes, je le dis souvent, mais où le modèle de développement a très longtemps, depuis 20 ans au moins, a été absorbé par l'étalement urbain via de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements, notamment qui se sont beaucoup implantés dans les périphéries. Et donc, c'est très important, et c'est vraiment l'objet de ce cercle, de montrer des alternatives, et des alternatives positives qui montrent qu'on peut quand même se développer sans forcément s'étaler ou s'étendre sur des terres naturelles ou agricoles. Et puis, je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué aujourd'hui, même si ça a été un peu dit sur les questions pavillonnaires, c'est qu'il faut aussi maintenir dans le sol des capacités d'absorption de l'eau. On a vu cet été à quel point les questions de conflit d'usage de l'eau allaient
aller s'accentuer. C'est vrai à la fois pour trop d'eau et pas assez d'eau, la sécheresse dans les sols, c'est mauvais aussi pour les constructions, mais les inondations peuvent aussi se multiplier. Et donc, les solutions basées sur la nature, y compris pour un aménagement plus perméable, en fait, hein, plus éponge au sein des espaces bâtis, sont aussi des solutions de requalification des espaces urbains qui permettent de remettre des gens dans des bonnes conditions de confort et de sécurité dans les villes existantes et dans les centres anciens. Donc, on aura d'autres occasions pour en parler, mais je trouve que voilà, il faut un peu ouvrir les yeux tous sur ces différentes solutions et montrer aussi qu'elles sont diverses. Et je trouve qu'on a eu l'occasion de le voir encore aujourd'hui.